Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Tour du Pays Basque, l'étape numéro 6. Alors elle arrive avec un petit peu de retard, j'ai pu la voir qu'hier en fait tout simplement, parce que dimanche il y avait Paris-Roubaix, lundi j'étais un petit peu occupé et mardi j'ai pas fait de vidéo après avoir vu l'étape parce que je voulais faire un petit jour off, un petit jour de récup, parce que je sais que la semaine va être importante avec notamment l'Amstel et qu'on va attaquer les Ardennaises et puis que moi je vais commencer à attaquer le travail de préparation pour le prochain Tour d'Italie. Donc voilà, j'avais la possibilité de prendre une journée de repos, je me suis dit je vais prendre une journée de repos et puis on va faire cette dernière étape du Tour du Pays Basque avec un petit peu de retard. Voilà, bon, je m'en excuse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette dernière étape, dans cette semaine également de compétition. C'est passé pas mal de choses quand même. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, mais il y a également de la Formule 1, de la moto ce week-end notamment. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et surtout, même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller voir EPS 2.0, Spotify, Deezer, Google. Vous pouvez vous abonner également sur Spotify, c'est très important. Et puis, vous pouvez également, si et seulement si vous avez les moyens, faire un super thanks. Ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Vous pouvez voir également TikTok pour avoir le débrief rapide, notamment, je pense aujourd'hui, de la flèche Brabançonne. Dernière étape du Tour du Pays Basque qui a confirmé en fait la hiérarchie qu'on a vue pendant une grande partie de la semaine avec un Vingegaard qui était une jambe au-dessus un petit peu de tout le monde et qui a animé la fin de journée. C'est vrai que contrairement à d'autres courses, Vingegaard a été un peu plus animateur que d'habitude et moi j'ai bien aimé. Parce qu'il ne pourra pas se contenter seulement de suivre Pogačar, il faudra qu'il tente des choses également pour aller chercher Pogačar, surtout que ça ne sera peut-être pas seulement un duel entre Vingegaard et Pogačar. On pourrait avoir d'autres coureurs qui s'intercalent, qui tentent des choses également et qui tentent de gêner cette domination de ces deux coureurs. Journée animée, donc une étape qui était assez sympa à suivre. Après on sait tous que la dernière étape du Tour du Pays Basque, souvent c'est très animé. Et ça a été un Tour du Pays Basque sympathique. C'est peut-être pas le meilleur que j'ai suivi. Je trouve que l'année dernière, il était peut-être un peu meilleur. Moi, j'ai trouvé un peu meilleur celui de l'année dernière. Mais il était quand même intéressant. J'avais vraiment peur qu'il soit pas très bon ce Tour du Pays Basque quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune arrivée au sommet, qu'il n'y avait pas forcément des très grands cols par rapport à ce qu'on a pu voir certaines années. Je me disais... Ah, j'ai peut-être peur de rester un petit peu sur ma faim. J'ai quand même une course sympathique à regarder, même si c'était peut-être un peu moins spectaculaire que l'année dernière. On avait vécu une dernière étape absolument fantastique, pour ceux qui se souviennent, notamment avec Yon Izagirre. Je crois qu'on a fait le tour. Et donc, on peut attaquer, je vais y arriver, les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Jonas Vingegaard, le coureur danois. Eh bien, ça a été une course très intéressante pour Jonas Vingegaard, dans une dernière étape où il a dominé, bien aidé encore une fois par Attila Walter, qui fait du bon boulot, le Hongrois. Mais il a dominé, 47 secondes sur James Knox, 50 sur Izagirre et on va dire la clique des favoris. C'est vraiment un très très bon résultat pour Jonas Vingegaard. Il gagne quand même ce Tour du Pays Basque malgré le fait qu'il n'y avait pas de grosses arrivées au sommet, avec une 12 d'avance sur Landa, une 29 sur Izagirre, Gaudu à une 31. Félix Gall qui est 10e est quand même à une 50. Donc ça montre qu'il y a quand même eu des écarts. Moi je pensais que le top 10 se tiendrait en 1,30 et ben il se tenait plutôt en 2 minutes. Ça montre quand même qu'il a été assez impressionnant Vingegaard et ça va lui donner de la confiance parce que c'est vrai que son début de saison avait pas été fantastique, notamment Paris-Nice qui avait été très compliqué pour Jonas où il avait une course où il n'était pas dans le coup. Grand Camino certes avait été impressionnant mais avec une opposition qui était relativement faible quand même, à part Enric Mas il n'y avait pas grand monde d'autre
Et là, ça s'est vraiment bien passé sur ce Tour du Pays Basque. Même si c'est sûr qu'il n'y a pas Pogačar ni Remco Evenepoel qui sont les autres ogres, on va dire, de cette catégorie. Mais je pense qu'il avait vraiment besoin de se rassurer avant de faire une coupure, parce que normalement, de ce qui est marqué là, il n'est pas prévu qu'il fasse ni Liège, ni l'Amstel, ni la Flèche Wallonne. Donc vraiment, on ne le reverra désormais que sur le Dauphiné. Ce qui est vraiment une saison à la Pogačar, on pourrait presque dire, c'est-à-dire avec peu de jours de course, beaucoup de stages. Pour Jonas Vingegaard, il faut quand même faire attention, parce que ça peut convenir à certains coureurs et ne pas convenir à d'autres. Alors oui, c'est vrai que maintenant sur les grands tours, on n'arrive plus avec 50 jours de course ou 55 jours de course comme on a connu à une époque sur le Tour de France. Mais quand même, là il va arriver sur le Tour de France peut-être avec seulement même pas 30 jours de course. Ça peut être risqué, une tentative comme ça. Moi j'aurais bien programmé une autre course, par exemple le Tour de Romandie ou pourquoi pas le Tour de Hongrie, parce que là c'est vrai que ça me semble quand même, il va arriver quand même un peu court, peut-être sur le Tour de France, et comme on commence très fort par le Pays Basque, c'est pour ça que c'était quand même intéressant d'aller sur le Tour du Pays Basque pour Vingegaard, pour vraiment bien connaître le terrain. Eh bien on pourrait peut-être avoir des mauvaises surprises pour le coureur danois, parce que voilà, arriver comme ça avec peu de jours de course dans les pattes, ça peut être vraiment une grosse prise de risque quand même pour un coureur de ce type. Donc faut toujours faire attention dans ce genre de cas, de ne pas arriver un peu trop court. Voilà, il faut arriver quand même avec un minimum de conditions physiques pour un coureur comme ça de ce type-là. Donc il faudra faire attention pour lui, mais il s'est rassuré sur cette semaine. Il a montré qu'il était fort aussi à ses adversaires. Pogačar a dû regarder certaines étapes, Remco Evenepoel aussi, pour les années à venir, je pense Remco Evenepoel, mais sur les adversaires qui vont faire le Tour de France et qui n'étaient pas présents sur cette course, ils ont vu quelle était la condition physique de Vingegaard et ils se sont dit oui, Paris-Nice c'était peut-être une erreur de parcours, mais encore une fois, il faudra faire attention, arriver avec peu de jours de course, ça peut être risqué. Même si l'année dernière, est-ce qu'il avait fait beaucoup de jours de course l'année dernière avant le Tour de France? Il avait fait 2. Donc ouais, il avait dû faire 10 jours. Il était donc à une 17-18 jours à ce moment-là. Donc il devait avoir quand même quelques jours en plus dans les pattes, mais il avait arrêté après Liège, donc il avait eu carrément une grosse coupure et le Dauphiné. Mais c'est vrai qu'il avait fait un peu plus de jours de course. L'année dernière, il avait fait que 54 jours de course après sur la saison. Mais je pense qu'il devait avoir 2-3 jours de course en plus. Et parfois, quand vous en avez pas beaucoup comme ça peut rentrer et ça peut vraiment être important d'avoir des jours de course importants. Je poursuis avec James Knox, belle dernière étape de James Knox, mais plutôt belle semaine également du coureur britannique, avec une belle 8e place au général, 2e place de cette dernière étape du côté d'Eibar. Mais il a toujours été, je dirais, pas très loin du top 10 pendant toute la semaine. C'est intéressant James Knox parce qu'il a fait également un travail d'équipier comme Cataneo pour Mauro Schmid. Ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas vu James Knox à ce niveau-là. Je me disais, ça faisait depuis au moins 2019-2020. C'est vrai qu'il était arrivé très fort chez Quick-Step. Et puis c'est un petit peu perdu au fur et à mesure du temps chez Quick-Step, avec une saison 2020 qui n'était pas exceptionnelle. Seulement une 6e place sur le Tour d'Allemagne comme résultat. Après, pourtant, 2 premières saisons, 2018-2019, qui avaient été très bien. Mais après la Covid, après cette année 2020, qui avait été pas mal embêtée avec la Covid, eh bien, il avait un petit peu disparu comme coureur. On ne le voyait plus sur les courses par étape d'une semaine, parce que c'est plus sa spécialité, je dirais, à James Knox. Et c'était un petit peu dommageable. Donc là, on a retrouvé du très bon James Knox. Et ça fait plaisir. Et j'ai envie de dire, on a trouvé une belle équipe Quick-Step sur cette semaine, avec du très bon Mauro Schmid. Et puis du très bon Cataneo. Ça peut être des coureurs qui peuvent peut-être prendre des places autour de Remco Evenepoel pour le prochain Tour d'Italie.
Ça pourrait donner des idées à Patrick Lefebvre, mais surtout au staff, pour peut-être échanger un coureur avec un autre, voilà, pour donner un petit peu plus, densifier un petit peu cette équipe, avec peut-être des coureurs qui sont un peu plus en forme que ceux qui sont prévus pour le moment pour cette épreuve. Donc voilà, plutôt une bonne semaine pour la Soudal Quick-Step. Du côté du Tour de Catalogne, ça a été du Pays Basque, pardon, ça a été par contre un petit peu plus compliqué. On va pas se mentir sur les Flandriennes, mais on va pas remuer le couteau dans la plaie, on va pas réattaquer l'ambulance parce qu'elle est déjà pas mal amochée cette ambulance. Elle ne roule plus que sur 3 roues. Et puis je termine avec Yann Izaguirre, toujours aussi performant sur le Tour du Pays Basque. C'est vraiment sa course à Yann Izaguirre. C'est vraiment une course qu'il affectionne particulièrement. Et puis là, donc une belle 3e place. Il finit sur le podium, comme l'année dernière, grâce à une très belle performance le dernier jour. Donc c'est vraiment bien. L'année dernière, il avait fini 2e en remportant l'étape entre Aibar et Araté. Vous l'avez fait une très très bonne journée sur cette étape-là. Et là, une belle performance également, une belle 3e place. Ça va donner des points. UCI également à la Cofidis. Donc c'est toujours quelque chose de satisfaisant, et puis c'est toujours une course où il a été performant. Le Tour du Pays Basque, c'est un rendez-vous pour lui. Il avait fini 10e en 2021, en 2020 ça n'avait pas lieu, et puis en 2019 il avait fini premier, et il avait remporté ce Tour du Pays Basque. Donc c'est vraiment une course où il a toujours été très offensif, très performant sur cette course. C'est vraiment sa course par étape favorite, rarement en dehors du podium quand je regarde sur les 10 dernières années, et rarement il s'est raté sur cette épreuve. Donc voilà, c'est vraiment une épreuve qu'il affectionne tout particulièrement. Yod Izaguirre, un coureur vraiment de qualité, et un coureur qui j'avais un peu peur quand il était arrivé chez Cofidis, pour tout vous dire, que ça fasse un petit peu comme Niki Terpstra ou comme d'autres coureurs, c'est-à-dire que il est arrivé comme chez Cofidis à 33 ans. Et je me disais, ça va faire un petit peu comme d'autres coureurs, stars, qui arrivent dans des équipes françaises presque en pré-retraite. J'avais un petit peu cette peur-là avec Yann Izaguirre. Surtout qu'au départ, on nous avait dit presque qu'il aurait quand même un rôle d'équipier. Et je trouve qu'il fait vraiment un super boulot et qu'il amène des gros points. Parce que là, une 3e place, c'est 260 points UCI dans la musette, plus 25 points grâce à sa 3e place à Eibar, 4e place également à Amassa Villabonas, qui fait de nouveau 20 points. Donc vous rajoutez, ça fait 305 points. Et 8 points également à Amorebieta. Donc ça fait 313 points de récupérer sur la semaine par Yann Izaguirre, plus les 125 points qu'il a récupérés sur le Grand Prix Miguel Indurain. Donc ça fait plus de 400 points récupérés à lui seul pour la Cofidis. Donc c'est vraiment une très très bonne semaine pour le coureur espagnol. Voilà, Yann Izaguirre toujours performant du côté de ce coureur. À 34 ans, il se bonifie. Il se bonifierait presque avec le temps, Yann Izaguirre. Même si son problème à Yann Izaguirre, c'est toujours les courses de 3 semaines. Il a rarement été performant sur les grands tours. C'est vrai qu'il a 15 grands tours à son actif, 3 Giro, 4 Vuelta et 8 Tours de France. C'est assez rare même pour un coureur espagnol d'avoir autant de Tours de France. Et son meilleur classement, c'est 9e en 2018 sur la Vuelta au général. Sinon, il a tout le temps été en dehors du top 15. Dans sa carrière, son meilleur classement sur le Tour de France, c'est 22e en 2018. Donc voilà, ça a toujours été un coureur qui a rarement été performant sur les grands tours. Mais par contre, sur les courses d'une semaine, c'est vraiment sa spécialité. C'est là où il est performant et c'est là où il rapporte pas mal de points aux formations dans lesquelles il est passé. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Daniel Felipe Martinez. C'est vrai que je me suis beaucoup attaqué à Ineos cette semaine. Mais là, on va plutôt s'attaquer à Daniel Felipe Martinez. Certes, Ineos, ils ont été en difficulté pendant toute la semaine, on va pas revenir dessus. Sinon, ça va être un petit peu redondant comme le fenouil. Mais, par contre, du côté de Daniel Felipe Martinez, il va falloir quand même m'expliquer quelque chose chez ce coureur
comment il peut finir dans le même groupe qu'Egan Bernal? Egan Bernal, il est encore en phase de retour. Contrairement à ce qu'il pensait, Egan Bernal, il pensait qu'il serait de retour dans le cyclisme en 2 mois. Je pense que c'était un peu... Je pense qu'il s'est imaginé ça, Egan Bernal, il pensait pas que ça serait si compliqué que ça, je pense, dans un premier temps. Quand il était dans sa chambre d'hôpital, il se disait « Oh, bah, dans 2 mois, je serai de retour sur le vélo et puis je vais retrouver mon niveau. » Sauf que non, ça se passe pas comme ça quand vous avez une longue blessure. Mais par contre, que Daniel Felipe Martinez, qui lui n'a pas connu de blessure, soit dans le même groupe qu'Egan Bernal, c'est-à-dire qu'ils finissent quand même dans une sorte de groupetto à 11 minutes, parce qu'ils ont fini dans un peloton à 11 minutes, dans une sorte de groupetto, avec notamment dans ce groupe-là Romain Combo et Michel Risse. J'ai rien contre ces 2 coureurs-là, mais ce ne sont pas des purs grimpeurs. Il y a quand même un problème du côté de Daniel Felipe Martinez. Il va falloir un petit peu se remuer quand même. Ça fait depuis quasiment le Tour de Suisse l'année dernière qu'il est nulle part en termes de performance. Assez régulièrement, j'avais regardé, je crois, il y a juste une course en Italie, voilà, Coppa Sabatini qui remporte et le Giro della Toscana, mais quand on regarde depuis le Tour de Suisse, c'est quand même nulle part. Or, je rappelle que l'année dernière, à la même période, il gagne le Tour du Pays Basque, il fait 5e de la Flèche Wallonne, 4e de Liège-Bastogne-Liège. Il va falloir quand même trouver une solution. Alors, soit il a une mononucléose ou virus similaire, qui fait qu'il ne peut pas être performant, et dans ce cas-là, il ne faut pas le faire courir, mais il faut trouver ce qui se passe, il faut trouver quel est le souci, parce que là, il y a un souci avec Daniel Felipe Martinez. Ce mec-là a fini 7e du Giro ou 6e du Giro en étant équipier de Egan Bernal. Donc je ne comprends pas comment un coureur qui est à ce niveau-là, qui aujourd'hui n'a pas 35 ou 36 ans, hein, Egan Martinez, il a 26, comment un coureur donc, qui est quasiment à la fleur de l'âge, qui est quasiment dans une période où il est encore en phase de progrès, donc il devrait être encore meilleur qu'auparavant. Comment un coureur comme ça peut se retrouver aussi loin à 11 minutes? C'est pas normal. Donc soit il y a un problème physique qu'on nous a caché, c'est-à-dire qu'il a des douleurs au genou, des douleurs à je sais pas quoi, soit c'est un coureur qui était complètement chargé il y a 2-3 ans et qui serait passé en dehors des radars et puis qui commencera à avoir un petit peu peur et qui a arrêté de se charger. Soit il y a un problème avec Daniel Felipe Martinez. On ne peut pas, sans avoir de blessure, être aussi peu performant. Ou soit ça s'appelle une Christophe Lemaître en athlétisme. J'appelle ça une Christophe Lemaître, c'est-à-dire commencer très fort, finir très bas. Et très rapidement, la chute de performance. Parce que je rappelle que Christophe Lemaître, pour ceux qui ne sauraient pas, quand il a remporté sa médaille de bronze à Rio, il remporte quand même une médaille de bronze sur 200 mètres au-dessus de 20 secondes 15. Je crois que c'est 20 secondes 15 son temps. Donc ce qui est un temps catastrophique normalement sur une course de 200 mètres. Il n'aurait jamais dû prendre de médaille de bronze. Si les mecs avaient été face à lui au top de leur niveau, il n'aurait jamais pris la médaille de bronze. Il aurait fini 8e de la finale. Donc il va falloir m'expliquer quand même comment Daniel Felipe Martinez, on peut se retrouver à ce niveau-là. Soit c'est un manque d'entraînement, soit c'est... Mais il y a quelque chose, il y a un problème pour Daniel Felipe Martinez parce qu'on ne peut pas être à ce niveau-là aussi faible. Alors que là, le niveau est faible quand même. Surtout, je pense qu'il ne doit pas avoir un salaire à 5 000 € par mois, Daniel Felipe Martinez. Donc, il doit avoir, je pense, un salaire au moins à 60-70 000, vu le profil de coureur. Surtout qu'il y avait un petit peu de bagarre pour aller le chercher une fois qu'il avait remporté son étape sur le Tour de France. Donc il va falloir vraiment trouver des solutions pour Daniel Felipe Martinez et pour Ineos, parce qu'on a quand même beaucoup de coureurs qui ne sont pas à un bon niveau de performance cette année. Il va falloir trouver des solutions pour Ineos, parce que c'est pas normal qu'un coureur comme lui soit à 11 minutes, vraiment à 11 minutes, et au général il finit 34e à 14 minutes 32. C'est quand même vraiment pas terrible pour ce coureur-là. Deuxième coureur flop de la journée, c'est Skel Moseux. Skel Moseux qui a craqué. Ça, c'est un peu le problème des jeunes coureurs. Le Tour du Pays Basque reste quand même une course très exigeante physiquement. Et si vous êtes à la limite pendant un jour, ça peut passer, mais ça peut pas passer pendant 2 jours d'affilée. Et je pense que Skel Moseux, déjà la veille, il était limite au niveau du groupe des leaders. Et là, ça a craqué aujourd'hui. Alors c'est dommage, il se prend 4 minutes. Il finit avec Burgodo, avec Ethan Etter et avec devant Emmanuel Boorman. Mais il a complètement explosé. C'est dommage parce qu'il était en tête du maillot blanc.
Il était également dans le top 10 du général et il se retrouve plus en tête du maillot blanc. C'est McNulty qui remporte le classement des jeunes et il se retrouve assez loin au niveau du général. C'est dommage parce qu'il faisait vraiment jusqu'à ce moment-là plutôt une course très intéressante, mais il a complètement explosé lors de cette dernière journée. Dommage pour Matthias Keismolze, mais ça va être intéressant pour lui. C'est un coureur qui est encore jeune. Il a 22 ou 23 ans, Scialmose. 22. Il aura 23 le 26 septembre. Donc c'est encore un coureur qui a peu d'expérience. Il a certes remporté des courses par étapes l'année dernière, mais c'était vraiment la première année où il performait au niveau, dans une équipe World Tour, où il était leader dans une équipe World Tour. Et un coureur comme ça, il faut prendre de l'expérience. C'est un coureur qui est encore jeune, qui a commencé chez les professionnels, chez Léopard en 2020. Donc ça reste quelque chose d'assez récent et qui doit encore travailler sur certains de ses points faibles, surtout que c'est pas un coureur, je regardais là au niveau championnat du monde junior, c'est pas un coureur qui a même fait des championnats du monde junior dans sa carrière, donc vraiment il a peu d'expérience, ce coureur là. Et surtout, il a peu d'expérience d'être au top niveau chez les professionnels. Et là, c'était la première fois qu'il était vraiment leader sur une épreuve World Tour. Parce que sinon, il était équipier sur les autres courses auxquelles il avait participé. Et là, on a vu qu'il lui en manque un petit peu, il manque encore un petit peu de caisse. Mais c'est rassurant parce que moi qui disais, je ne sais pas si c'est un coureur de course par étape ou un coureur de classique puncher, parce qu'il a également une très bonne pointe de vitesse, et on s'aperçoit quand même que c'est le course par étape, il y a un petit quelque chose, déjà parce qu'il n'est pas mauvais sur le contre-la-montre. Bon là, il n'y avait pas de contre-la-montre sur le Tour du Pays Basque, mais il a quand même tenu 5 jours sur le Tour du Pays Basque. On a quand même roulé à des fortes intensités. Le Tour du Pays Basque, c'est vraiment pas la course la plus facile. C'était vraiment pas évident, et je trouve qu'il a plutôt bien tenu. Coureur qui fera le Tour de France, mais qui, avant de faire le Tour de France, va faire l'enchaînement Amstel, Flèche, Liège. Coureur qui peut être intéressant sur l'Amstel parce que sa pointe de vitesse peut vraiment l'aider, comme sur la Flèche Wallonne, parce que cette année sur la Flèche Wallonne, on a ni Valverde, Teuns qui est quand même pas au top, Alaphilippe n'y sera pas, donc c'est très ouvert sur la Flèche Wallonne cette année, On peut trouver, ça va pas être facile de pronostiquer cette course, et il y a plus d'un coureur qui peut peut-être tirer son épingle du jeu, même si sur la Flèche Wallonne, c'est bien de l'avoir déjà fait auparavant, d'avoir un petit peu d'expérience sur cette course-là, mais il l'a déjà fait. L'année dernière, il avait pris la 18e place, parce que faut savoir un petit peu où se placer, où attaquer au bon endroit. C'est une course où l'expérience joue énormément. Et puis je termine avec Emmanuel Bourman. C'est dommage pour Emmanuel Bourman, discret pendant cette semaine, et il a craqué le dernier jour, Emmanuel Bourman, parce qu'il perd il perd des places au niveau du classement général, il perd 4 positions, mais il était déjà pas très très bien placé. C'est dommage pour Bourman parce que depuis son Giro l'année dernière, on l'avait un petit peu retrouvé avec une 7e place. Emmanuel Bourman, il faisait des résultats, alors je dirais pas des résultats exceptionnels, mais il faisait quand même des résultats, notamment 4e du championnat d'Allemagne, 5e du circuit Getxo, pardon. Alors après, sur le Tour du Burgos, sur le Tour d'Allemagne, ça avait été un petit peu plus compliqué, mais il avait un rôle d'équipier sur ces courses-là. Un Tour de Burgos, il y avait Jane Lay dans l'équipe, et puis en ce début de saison, il avait fini 13e du Tour de Man, 9e de l'UAE Tour, ce qui n'était pas des résultats catastrophiques pour des courses de début de saison, mais là, il est rentré un peu plus dans le rang. Alors, pour moi, Emmanuel Bourman, c'est plus un vainqueur potentiel de grand tour, mais c'est un coureur qui est important en tant qu'équipier, et c'est vrai que il peut quand même être performant sur les courses d'une semaine. Pardon. C'est vrai que ça va être un petit peu compliqué sur cette course-là du Tour du Pays Basque, où c'était le leader principal de cette formation, où sur la fin, il est quand même passé un petit peu à côté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Bourman, ça reste un petit peu une énigme, parce que 4e du Tour de France en 2019, il fait une énorme année 2019. Début de saison 2020 où il gagne quand même le Trofeo Serra de Tramontana, et ensuite derrière il n'y a plus grand chose qui se passe pour Emmanuel Bourman. Et puis on l'avait retrouvé l'année dernière sur le Giro, il avait pris une belle 7e place en étant équipier de Jane Lay, donc c'était vraiment plutôt pas mal.
où il avait fait un beau travail d'équipier en deuxième semaine, je crois me rappeler. Donc c'était vraiment intéressant. Et là, il sera équipier sur le Tour de France. Il va encore faire Tour de Romandie Dauphiné. Il va enchaîner pas mal de jours de course. Donc c'est peut-être ça, il manquait peut-être un petit peu de jours de course là, parce qu'il n'avait pas couru depuis... Enfin, il a repris au Grand Prix Miguel Indurain, mais il avait fait une grosse coupure entre l'UAE Tour et le Grand Prix Miguel Indurain, un mois de coupure. Donc c'est parfois pas facile pour reprendre derrière, mais dommage pour Emmanuel Bourman. Semaine un peu trop discrète à mon goût pour le coureur allemand. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!